Ça fait très plaisir de vous accueillir à cette autre capsule commémorative qui souligne le travail des élus municipaux et les élus municipaux qui alimentent la vie de Saint-Amable depuis des générations. Alors, on rencontre aujourd'hui Robert Gagnon. Bonjour, M. Gagnon. Bonjour. Conseiller. Vous êtes conseiller depuis 2017 à Saint-Amable. Oui. C'est ça. Est-ce que vous habitez Saint-Amable depuis longtemps? Oui, je demeure à Saint-Amable depuis 2001 environ. OK. Vous êtes une récente, presque, acquisition de Saint-Amable. Si on peut dire, oui. Donc, c'est une ville de choix. Vous l'avez choisie. Oui. C'est ça. Exactement. C'est ça. Mais avant, vous avez eu tout un parcours. On ne peut pas en parler. Un petit parcours, oui. Vous êtes d'accord? On ne peut pas en parler? 30 ans de vie comme policier puis à Montréal. Oui, exactement. Comment on choisit cette vie-là? Le rêve de devenir policier vient de loin. J'étais tout petit, j'étais, je crois, en 2e ou 3e année à l'école. Puis le professeur m'a demandé à ce moment-là qu'est-ce que je voulais faire plus tard dans la vie. Puis ma mère m'a raconté que j'avais dessiné un auto de police avec un policier à côté. Puis j'ai tout le temps eu ce métier-là dans la peau. Même au secondaire, lorsque j'ai rencontré l'orienteur me déconseillait d'aller dans la police parce que c'était contingenté, puis c'était ci, c'était ça. Il me voyait dans un autre domaine complètement différent. Puis j'ai maintenu mon idée. J'ai dit non, moi je vais aller dans la police, puis je veux devenir policier. Puis ça ne l'avait pas inspiré, l'orienteur, juste de vous voir la carrure? Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Il n'avait pas allumé. Non. Mais aller dans la police, mais pourquoi? Dans le fond, là, qu'est-ce qui vous attirait? J'ai toujours aimé aider les gens. Aider, venir en aide à des personnes qui sont vulnérables, des personnes qui sont dans le besoin. Ça fait partie de mon ADN. J'ai tout le temps aimé ça. Puis, comme policier, bien, tu viens en aide à plusieurs personnes. C'est jamais dans les moments positifs, c'est surtout dans les moments négatifs. Donc, c'est quelque chose qui m'attirait depuis longtemps. OK. Mais par contre, ce côté-là du métier de policier existe, c'est sûr. Oui. Puis il y a aussi l'aspect coercitif. L'aspect où tu es obligé de défendre des gens qui sont mal pris contre d'autres qui sont... Exactement, oui. Ça aussi, vous avez été confronté à ça pendant 30 ans. Oui, beaucoup. À Montréal, j'ai vécu toutes sortes d'aventures. Je pourrais écrire un livre, j'en aurais des histoires à raconter. Là. Oui. Il y a très peu de policiers qui écrivent. Oui. Très peu de... Avez-vous remarqué ça? Oui. Ah, ça pourrait être un projet éventuellement? Peut-être, oui. Mais ça pourrait être... Parce que... Comment il faut être fait? Vous êtes altruiste. Hein? Vous le dites, là, je voulais aider, mais vous êtes aussi obligé d'aller dans d'autres choses pour aider. C'est ça, aller dans de la confrontation. Oui, ça arrive aussi. Ça forge le caractère, ça? Il faut que tu t'en fasses un caractère. Il faut que tu te fasses une barrière quelque part, parce qu'il y a des choses qui viennent te chercher, qui viennent t'atteindre beaucoup, comme individu, comme être humain. Des choses que tu n'es pas habitué, puis il faut se forger une genre de carapace, s'il faut. Oui. Pour survivre là-dedans, il faut avoir une carapace. Oui. Il y a une espèce de cloison là, que vous faisiez entre les deux volets, parce que c'est très clair, là, vous avez deux volets à votre travail. Vous, c'était d'aider, puis de protéger, puis s'il fallait intervenir. Oui, exactement. Wow. Puis vous arrivez en politique, après 30 ans de cette salade intense, je pense que c'est une vie intense, hein, la vie d'un policier. Un petit peu, oui. Puis vous rencontrez le maire William, puis il y a des étincelles. Là. Oui. Bien, quand j'ai su que M. Williams se présentait comme maire, je suis allé le voir directement, puis j'ai raconté que moi, je me présentais à la politique pour une raison bien simple, c'est pour les enfants. Moi, je voulais amener des infrastructures ici à Saint-Amable pour que les jeunes soient occupés, qu'ils arrêtent de traîner dans les rues, qu'il y ait quelque chose à faire. Fait que je me présentais pour les jeunes. Puis M. Williams m'a dit à ce moment-là, je suis d'accord avec toi, mais il faut qu'on crée une richesse. Puis quand on crée une richesse, c'est un parc industriel, des choses comme ça, pour aller chercher l'argent pour faire ça, ces infrastructures-là. Le côté plus terre-à-terre de ce projet-là vous a plu? C'est ça qui est venu vous chercher? Oui. C'était pas juste des paroles? Non, c'était des vrais projets qui étaient là.
Puis quand il m'a expliqué sa vision comme ça, j'ai embarqué là-dedans, j'ai adhéré à ça. Ça complète. Là, vous pouvez vous donner à 100% à ce qui vous attire depuis toujours, oui. d'aider les gens. Oui. C'est ça. Ça fait partie de mon ADN, comme je vous disais tout à l'heure. Aider les autres, c'est moi. J'aime ça. Vous avez déjà mis, ça fait pas longtemps, là, ça fait depuis 2017, oui. Il y a eu la COVID, il y a eu oui. la pandémie, en fait. Mm-hmm. Vous avez quand même initié des projets dans la communauté avec les enfants. Oui, ouais. Exactement. J'ai commencé une tournée du Père Noël que je fais dans les 4 écoles primaires. Puis chaque année, je visite environ 615 élèves de maternelle 4 ans, maternelle 5 ans, première et deuxième année. J'arrête après ça parce qu'à partir de 3e année, ça crée plus ou moins au Père Noël. Fait que je fais la tournée, puis je les amène des cadeaux également. Je vais faire une collecte avec des commanditaires, puis j'achète des cadeaux avec ça. Fait que vous êtes déguisé. Oui. Ils ne savent pas là, que c'est le conseiller municipal non. qui vient les voir. On ne le dira pas. Mais ça va commencer à se savoir, peut-être. Mais 615 cadeaux, oui. Puis vous parlez à chacun. Vous remettez ça à chacun. Je remets ça à chaque élève, puis je fais ça dans une journée, les 4 écoles. Fait que c'est du stock un petit peu. Là. C'est vraiment la tournée du Père Noël, oui. dans le sens où ça devrait se passer à minuit, là, c'est tout à la même heure, mais vous donnez une journée, c'est quand même pas pire. Oui. Puis, dans ça, vous avez été capable d'aller chercher un sous-projet. C'est-à-dire que vous entrez en contact avec des jeunes qui ont des grosses peines, là. Oui, c'est que lorsque je fais ma tournée comme ça, je demande au directeur de rencontrer des personnes, des jeunes qui vivent des difficultés. J'ai pas besoin de savoir exactement c'est quoi pour pas m'immiscer dans leur vie privée, mais juste savoir qu'ils ont un problème particulier. Je les rencontre un petit peu en retrait, puis mon discours est pas mal toujours le même, c'est que le Père Noël sait que tu vis des moments difficiles, fait que je lui remets à ce moment-là un grelot. Puis je dis, à chaque fois que tu vas avoir de la peine, bien, pense au Père Noël, puis brasse le grelot, le Père Noël va penser à toi. Puis les jeunes, ça les soulage un petit peu, ça les apaise. Ouais. Puis c'est ma paye. Des 2 projets, c'est celui-là qui vous touche le plus, le sous-projet plus proche? J'en ai un autre projet qui me tient à cœur beaucoup oui. Aussi, avec un OBNL que j'ai créé, avec une conseillère qui est ici aussi, France Gosselin. On a créé les Anges du Partage. Oui. Puis c'est un OBNL qui vient en aide à des familles qui ont des enfants qui vivent, qui ont des difficultés, là, des graves problèmes de santé, des choses comme ça. Donc on fait une grosse activité à chaque année, un souper avec un humoriste, oui. Puis on ramasse des sous pour aider cette famille-là. Puis vous allez chercher vos humoristes, vous en aviez tout un la dernière fois? Oui, la dernière fois, c'était Jean-Claude Gélina. Uh-huh. Puis cette année, ça va être Réal Bélan. Les Anges du Partage, il y a 3 interventions majeures là, que vous avez faites depuis que c'est démarré, tout ça. Oui. Pouvez-vous nous en parler un petit peu de ces interventions? C'est vraiment très différent. Hein? Oui, le premier événement, c'était pour aider un confrère pompier ici à Saint-Amable. Son garçon était atteint du cancer. Donc, on avait fait un souper spaghetti avec une soirée dansante. Puis on avait amassé des fonds pour les aider parce que sa femme avait été obligée de fermer la garderie à la maison pour s'occuper de l'enfant, les traitements de chimio et tout à l'hôpital. Donc, il perdait un revenu, c'était plus difficile. Donc, on avait fait cette soirée-là. La deuxième, c'était pour un autre couple qui avait un enfant avec une trisomie sévère. Donc, on avait fait une soirée encore là, spaghetti avec un humoriste. C'était Jean-Claude, pas Jean-Claude Gélina, c'était Ben et Jarod. Puis, l'année passée, on en a fait une avec, cette année, au début de l'année, on en a fait une autre soirée comme ça pour aider un autre couple avec un autre enfant qui avait de la trisomie. Puis, c'était avec Jean-Claude Gélina. Ah oui. Donc, plus vous avez des gros noms, ça attire vous avez du monde, c'est ça. Puis les gens viennent, pas juste de Saint-Amable, c'est ouvert à tout le monde là, pour le financement. De l'extérieur, j'en avais même de Québec, des gens de Québec qui étaient venus. Des amis, ça se parle, puis ils viennent vous voir. Et qui décide des interventions? Vous avez un conseil d'administration? Oui, il y a vraiment une sélection là, qui est faite. C'est ça, exact. On est 6 membres dans le conseil d'administration. Il y a moi, puis France Gosselin, qui est l'autre conseillère. Puis on a 4 membres citoyens aussi qui sont là-dedans.
dans le CA. OK. Donc, il y a des critères pour aider, puis tout ça, pour justifier les interventions, parce qu'il y a tellement de besoins. Oui. Quand vous faites là, une mise en place d'un organisme comme ça doit venir frapper à la porte souvent. Là. Oui, on a souvent des références de personnes. On voit aussi, on connaît des gens ici qui ont des besoins particuliers. Oui. Donc, ça vient assez facilement. Puis en CA, à ce moment-là, on détermine des critères et on détermine quelle personne ou quel organisme on va aider. Puis c'est ça. Puis vous voulez aller loin comment avec cette OBNL? Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite? Il n'y a pas de limite. J'aimerais qu'on développe encore plus. Comme là, on a commencé le volet avec les personnes différentes. Puis il faut ramener des balançoires, ramener des choses qui vont aider les familles qui ont des enfants handicapés. Donc, on aimerait développer encore plus, puis faire plus d'activités encore. Donc, pas toujours nécessairement ciblé vers une personne. Non. Mais ça peut être aussi pour la communauté. Oui, ça peut être plusieurs personnes aussi. Lors d'une soirée, par exemple, la prochaine, on pourrait cibler 3 familles, 3 besoins différents. Il n'y a pas de limite pour ça. Il n'y a pas de limite, mais il y a des limites humaines à l'aide. Et quand on ne peut pas aider dans certains dossiers, comment vous vous sentez? On trouve une solution pour aider. Vous trouvez toujours un petit quelque chose? Oui, moi, je vis toujours en mode solution. Fait que si on n'est pas capable de faire quelque chose, on va trouver une solution, on va trouver quelque chose qui va aider, qui va venir aider la personne ou la famille là, qui ont besoin. Là. Il y a tout le temps une solution quelque part. Fait que vous êtes un optimiste. Oui. De fond, là, le matin, vous vous levez, vous êtes content de vivre. Oui. Il y a des solutions qui vont arriver. Oui, exact. mais depuis tout jeune, quand vous parliez de l'école primaire, même chose, vous avez été élevé dans un milieu qui a favorisé ça aussi, peut-être. Oui, mes parents organisaient beaucoup de choses pour venir en aide à des organismes, à des personnes aussi. J'ai pris cet exemple-là devant moi. Mes parents me l'ont inculqué. Je les voyais aller là-dedans, je les voyais qui étaient très bien, qui étaient heureux là-dedans. Puis ça m'a motivé à le faire aussi à mon tour. Oui. Puis, du temps de la police, oui. Vous faisiez la même chose. Je ne sais pas comment vous trouviez le temps, parce que vous faisiez des quarts de travail de soir, de nuit, c'est ça, c'est des quarts rotatifs. Puis en plus, vous organisiez des événements, mais pas juste pour se faire du plaisir. Non. Il y avait du plaisir, ça c'est sûr. Oui. Mais qu'est-ce que vous faisiez? J'ai organisé pendant 3 ans, 3 années de fil, j'ai organisé un tournoi de hockey bottine. Puis ça regroupait jusqu'à 30 équipes de policiers de la Sûreté du Québec, de Montréal, de partout. Puis tous les fonds qu'on ramassait lors de ce tournoi-là, c'était pour venir en aide à des jeunes ou à des personnes qui étaient en difficulté. Est-ce que vous avez été associé, il me semble, à Rêve d'enfant à un moment donné? Oui. C'est ça. Donc, avec les mêmes activités, le hockey bottine, ça servait à financer toutes sortes d'organismes? Oui. Ça? Oui, exactement. OK. On est venu la 2e année, lors du 2e tournoi. On s'était associé avec Rêve d'enfant, puis on avait réalisé le rêve de 2 enfants qui étaient atteints de cancer, des choses comme ça, en fin de vie. Puis il y avait des rêves, puis à ce moment-là, on réalisait le rêve avant le décès ou autre. Les avez-vous rencontrés, ces enfants-là? Oui. Oh, vous les rencontriez en plus? Je suis allé les rencontrer à l'hôpital de Sainte-Justine. Vous? Mais pas toute l'équipe de hockey, pas toute l'équipe. là? Non. Moi, j'ai été les rencontrer. C'était assez émouvant, assez difficile, oui. Difficile. Parce que c'était des enfants qui sont quoi? Malades, mais pas condamnés ou condamnés? Il y en avait une, qui était condamnée, là, puis elle n'a pas pu se rendre jusqu'à notre tournoi. Elle est décédée juste avant le tournoi. Donc, les fonds qui ont été ramassés pour elle, pour son rêve, ont été remis à un autre enfant qui est en fin de vie. C'était assez difficile. Oui. Fait que ça veut dire que vos gars, vos équipes, les équipes que vous aviez montées, savaient pour qui ils allaient. Oui, exactement. Pas sur la glace. C'est sur la glace, ça, le hockey bottine? Oui, sur la glace. C'est dangereux, ça. Donc, ils savaient pour qui ils allaient. Oui. Ils savaient la cause au départ, puis tout le monde participait. On ramassait beaucoup de commanditaires. Les équipes fournissaient aussi pour l'inscription, la vente de bière et choses. Donc, on ramassait des bons montants au-dessus de 15 000 à chaque fois. Ça pouvait sous-entendre combien de temps de préparation pour vous? Oh mon Dieu, je n'ai pas calculé les heures. J'ai arrêté de calculer parce que j'en avais beaucoup à faire.
Question plus personnelle. Oui. Un gars qui roule comme vous roulez, comme vous avez roulé, côté famille, comment on fait pour préserver la famille, pour qu'elle vive dans toutes ces activités-là? D'un homme, est-ce qu'on pourrait dire que vous êtes hyperactif? Non, je dirais pas tant que Non. ça, mais j'ai de l'énergie, mettons. Oui, oui. Mais pour la famille, c'est sûr que je m'arrête à prendre du temps avec eux, avec ma famille. Oui. C'est important de prendre du temps aussi. C'est beau les activités puis toute l'aide que je peux apporter, mais ma famille est importante aussi. Puis c'est de faire des activités, prendre du temps, prendre un moment avec eux, là. Puis votre recette, avez-vous une recette pour des gens qui vous écoutent puis qui sont comme vous, tu sais, qui s'impliquent partout? Bien, c'est de les impliquer eux aussi dans les activités que je fais, puis ça les motive aussi. C'est ça, vos grandes filles sont dans la même lignée que vos parents, vous, Oui, l'entraide, le partage, tout ça. C'est ça. J'ai entendu dire que vous étirez pas les rencontres. Vous êtes un homme efficace, puis vous retournez. Oui. Vous retournez à la famille. Oui. Je ne veux pas étirer trop le temps non plus pour justement passer le plus de temps possible avec la famille, puis c'est important pour moi. Racontiez ça. Oui. Je vais vous raconter ça. Quand vous étiez dans la police, Oui. au lieu, vous avez mis la main au collet d'un jeune. Mm-hmm. Il y a un jeune qui avait fait un vol à l'étalage. C'est ça. C'est ça. Mais ça ne s'est pas orienté comme normalement ça s'oriente. Non. Allez-y, allez-y. C'est que c'est un jeune qui avait fait un vol à l'étalage. Puis plutôt que de lui taper sur les doigts, d'avoir une accusation à la cour, d'entamer tout le processus négatif, je l'ai pris le jeune, puis j'ai été voir ses parents. Puis j'ai jasé beaucoup avec ses parents. Je voyais que c'était un jeune qui avait un bon fond. Qui a fait une erreur, il y avait un bon fond quand même. Les parents étaient beaucoup à l'écoute aussi. Puis ça m'a permis d'avoir une autre approche, une autre forme avec lui. Puis à ce moment-là, ben, le jeune s'en est sorti. Je l'ai recroisé par après, puis il était super content. Là, il me remerciait encore, puis de ne pas avoir été dans le chemin négatif, parce que je me disais, si je vais dans le côté négatif avec lui, ben, peut-être qu'on va le perdre, peut-être ça va être encore pire, puis peut-être que ça... Fait que j'ai essayé une autre approche, puis ça a été bénéfique dans ce cas-là. Fait que ça n'a pas été la politique, mais c'est une politique personnelle. Oui, exactement. Vous avez pris la décision, parce que c'était pas une voie, c'est pas une voie normalement qui est employée. Non, c'est ça. Que... Vous avez pris, c'est votre politique que vous avez appliquée. Exactement. Fait que vous êtes bien dans ce que vous faites. Extrêmement bien. Puis vous avez l'impression de changer des destinées, comme le petit gars que vous avez remis, mais d'une façon extraordinaire sur la bonne voie. Oui. Mais parce qu'il y avait un bon terreau. Vous aviez senti que les parents étaient corrects. Oui. Puis Saint-Amable, ça s'améliore, puis c'est pour les... C'était ça votre vocation aussi, hein? Oui. Préparer le terreau, puis sentir qu'il y a un terreau qui est favorable pour la jeunesse. Exactement. Monsieur Gagnon, merci beaucoup. Ça fait Une plaisir. belle rencontre. Merci.